Bonjour, bienvenue à cette présentation intitulée Nouveaux passifs liés aux actions rachetables. Mon nom est Sophie Bureau, CPA auditrice CA, conseillère principale en comptabilité financière dans l'équipe de la pratique professionnelle à l'Ordre des CPA du Québec. J'ai une trentaine d'années d'expérience dans des cabinets comptables, notamment comme associée, et j'ai le bonheur d'avoir joint l'Ordre il y a à peu près 3 ans. Les 20 minutes CPA, ce sont une série de conférences animées par des comptables professionnels agréés qui s'adressent aux dirigeants de PME et aux entrepreneurs. Exceptionnellement, celle d'aujourd'hui s'adresse aux prêteurs, par exemple aux directeurs de compte dans des institutions financières. La présentation va porter sur des changements aux normes comptables qui ont des impacts importants sur les états financiers de certaines entreprises. À la suite de ces changements, le passif qui est présenté au bilan pourrait avoir une dimension importante. Comme vous vous en doutez, ça pourrait avoir des impacts sur votre travail, entre autres sur l'octroi de prêts et sur le calcul de certains ratios financiers. On a donc pensé que ce sujet-là pourrait vous intéresser. Bien sûr, la présentation ne mentionnera pas tous les détails des changements et vous devez vous référer aux normes comptables et, pour en savoir plus, consulter un CPA. Les changements dont on va parler sont des changements dans les normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Ils concernent donc les états financiers où ces normes sont appliquées. Généralement, il s'agit d'états financiers qui sont accompagnés d'un rapport de mission d'examen ou d'un rapport d'audit. Habituellement, les états financiers qui ont fait l'objet d'une mission de compilation ne sont pas préparés selon ces normes. Plus précisément, les changements touchent le chapitre 3856, Instruments financiers des normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Ces changements-là portent sur la comptabilisation et la présentation aux états financiers de certaines actions qui ont été émises par la société. Plus précisément, ces changements-là visent les actions qui sont rachetables au gré du porteur, c'est-à-dire rachetables à la demande de l'actionnaire, et les actions qui sont obligatoirement rachetables par l'entreprise et qui ont été émises dans une opération de planification fiscale. Pour que ce soit plus court pendant la présentation, je parlerai simplement d'actions rachetables. Les changements dont on va parler s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et s'appliquent donc déjà en ce moment même par plusieurs entreprises. Puisque les actions en question sont rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables par l'entreprise, elles répondent à la définition d'un passif financier. Elles devraient donc être présentées dans le passif au bilan à la valeur de rachat. Étant donné le contexte particulier des entreprises à capital fermé, dans le passé, ces actions-là ont bénéficié de l'exception qui est présentée sur la diapositive. Sans entrer dans tous les détails de cette exception-là, les actions qui étaient rachetables et qui avaient été émises dans le cadre d'articles précis de la loi de l'impôt sur le revenu pouvaient être ou en fait devaient être présentées dans les capitaux propres au bilan plutôt que dans le passif et étaient présentées à leur valeur nominale, déclarée ou attribuée. On peut penser à un petit montant, là, genre 200 $, plutôt qu'à leur valeur de rachat qui est habituellement beaucoup plus élevée. Pensons par exemple à 2 millions de dollars. Pour plusieurs raisons, cette exception-là, elle a été modifiée. L'exception modifiée qui est présentée sur la diapositive repose sur le respect de 3 conditions.
Si les trois conditions sont respectées, l'entreprise peut choisir de présenter les actions rachetables qu'elle a émises dans les capitaux propres au bilan à la valeur nominale attribuée ou déclarée, par exemple à 200 comme c'était le cas là, selon l'ancienne exception. Si les trois conditions ne sont pas respectées, bien, vous vous en doutez, l'entreprise devra présenter les actions rachetables qu'elle a émises dans ses passifs au bilan à leur valeur de rachat, disons 2 millions de dollars. Voici donc là, ces trois conditions-là. Selon la première condition, quand l'entreprise émet les actions rachetables, bien, le contrôle de l'entreprise doit être conservé par l'actionnaire qui reçoit les actions rachetables. Selon la deuxième condition, dans le cadre de l'opération, l'entreprise ne doit recevoir aucune autre contrepartie que de ses propres actions. Donc, par exemple, le cas classique, l'entreprise émet des actions rachetables en contrepartie d'actions ordinaires. Selon la troisième condition, il ne doit y avoir aucun autre accord écrit ou verbal de rachat des actions. Si on pense à des actions rachetables qui ont été émises lors d'un roulement fiscal, par exemple lors du roulement d'un immeuble par le propriétaire à l'entreprise en échange d'actions rachetables, dans ce cas-là, la deuxième condition, la condition B, ne sera pas rencontrée puisque l'entreprise a reçu un immeuble en contrepartie de l'émission des actions rachetables. Les actions devront donc être présentées au passif à leur valeur de rachat, disons à 2 millions de dollars. En plus, à moins que l'actionnaire ait confirmé par écrit qu'il ne demandera pas le rachat des actions avant au moins 1 an et 1 jour, eh bien, ce fameux passif-là sera dans la catégorie des passifs à court terme au bilan. Dans le cas des actions rachetables émises lors de gels fiscaux, il faudra voir si les trois conditions sont respectées. Par exemple, si le porteur des actions rachetables ne détient plus le contrôle de l'entreprise après le gel, eh bien, la première condition ne sera pas rencontrée. Également, s'il a obtenu lors de l'opération de l'argent ou un billet à recevoir en plus des actions rachetables, bien la deuxième condition ne sera pas rencontrée. En fait, ces trois conditions-là, elles visent à démontrer qu'il n'y a pas eu de changement substantiel dans l'entreprise au moment de l'émission des actions rachetables. En terminant cette diapositive, notez qu'il s'agit maintenant d'un choix. Donc, même si l'entreprise respecte les trois conditions, elle peut choisir de présenter les actions rachetables au passif à leur prix de rachat. Elle peut aussi décider de ne pas faire d'analyse du tout et d'emblée de présenter les actions rachetables au passif à leur prix de rachat. Ça pourrait, par exemple, être pertinent si les trois conditions ne seront pas rencontrées pour toutes les actions rachetables émises pour éviter d'avoir des actions identiques présentées en partie au passif au prix de rachat et en partie dans les capitaux propres au montant, par exemple, de la valeur attribuée. Pensons, par exemple, à un cas où monsieur détiendrait 80 des actions rachetables, il détiendrait donc le contrôle et pourrait respecter les trois conditions, alors que madame détient 20 des actions rachetables et ne détient bien sûr pas le contrôle. On pourrait donc se retrouver avec un classement et une mesure différente au bilan et vouloir éviter cette situation-là. Voici maintenant un exemple du bilan d'une entreprise. Dans ce cas-ci, le bilan présente un actif total de 1 million de dollars et des passifs
totaux de 100 000 $. Cette entreprise-là semble donc en bonne situation financière. Ici, faisons l'hypothèse que les trois conditions de l'exception sont rencontrées et, dans ce cas-ci, on voit que les actions rachetables sont présentées dans les capitaux propres à leur valeur attribuée de 200 $. Même si l'actionnaire peut en tout temps demander le rachat des actions pour 2 millions de dollars. Il pourrait, par exemple, s'agir ici d'actions émises dans le cadre d'un gel fiscal au cours duquel l'actionnaire a conservé le contrôle et où il n'y a pas du tout de cédule de rachat. On voit ici que le prix de rachat des actions est mentionné à la face même du bilan. Le 2 millions de dollars est mentionné, mais qui n'est pas comptabilisé dans les passifs. Vous vous demandez ici peut-être comment ça se fait, comment ça peut arriver que des actions soient rachetables à 2 millions de dollars, alors que si on regarde le bilan, l'entreprise ne semble même pas avoir 2 millions de dollars de valeur ou d'actifs nets. Bien sûr, on se rappelle que tous les actifs ne sont pas comptabilisés à leur valeur marchande au bilan. Il peut y avoir plusieurs actifs qui sont comptabilisés à leur coût historique. Et en plus, certains actifs ne sont pas du tout comptabilisés au bilan des entreprises. Pensons par exemple à l'achalandage développé à l'interne par l'entreprise qui n'est pas comptabilisé. Voici maintenant le bilan si les trois conditions de l'exception ne sont pas rencontrées. Par exemple, si les actions rachetables ont été émises lors d'un roulement ou si le porteur des actions n'a pas conservé le contrôle de l'entreprise lors d'une opération de gel ou encore s'il y a une cédule de rachat des actions. Ici, on voit que le bilan présente toujours un total de l'actif de 1 million de dollars. Par contre, le total du passif est maintenant de 2 100 000 $ puisqu'il inclut maintenant le passif lié aux actions rachetables de 2 millions de dollars. L'écart débiteur entre le prix de rachat des actions de 2 millions de dollars et leur valeur attribuée de 200 $ doit être présenté soit sur une ligne distincte dans les capitaux propres, comme c'est le cas ici, ou il pourrait être présenté directement en diminution des bénéfices non répartis. Il s'agit purement d'un choix. On voit ici que l'entreprise se retrouve avec des capitaux propres négatifs de 1 100 000 $. Elle peut donc sembler en moins bonne situation financière que l'image qu'on avait de l'entreprise sur la diapositive précédente. Ici, la dette de 2 millions de dollars est présentée au bilan. Quand on met nos deux bilans côte à côte, on voit clairement ici les différences. En fait, l'image de l'entreprise qui est perçue par le lecteur du bilan de droite pourrait paraître négative. À gauche, en fait, le total des capitaux propres est positif, alors qu'à droite, le total des capitaux propres est négatif, sans parler des fameuses parenthèses qui nous sautent aux yeux. Le résultat du calcul de certains ratios financiers pourrait aussi naturellement être différent. Par exemple, si on fait l'hypothèse que l'entreprise a 100 000 $ d'actifs à court terme, eh bien, à gauche, le ratio de fonds de roulement sera de 1, alors qu'à droite, s'il n'y a pas d'ajustement fait dans les chiffres, le ratio de fonds de roulement sera plutôt de 0,05. Naturellement, le calcul d'autres ratios comme le ratio d'endettement vont aussi être influencés selon la présentation et la mesure au bilan. Dans le cas des contrats de prêt, la définition de chacune des composantes qui entrent dans le calcul des ratios est donc super importante.
Étant donné ces changements-là dans les normes comptables pour les entreprises à capital fermé, bien, il y a sûrement des contrats qui devraient être modifiés ou précisés à l'égard du traitement des actions rachetables dans le calcul des ratios. Les contrats, en fait, devraient prévoir autant les situations où des actions se retrouvent dans les capitaux propres que les situations où les actions se retrouvent dans le passif au prix de rachat. Bien sûr, l'application de cette exception-là peut être complexe dans le cadre là, d'opérations compliquées, finalement. Donc, pour certaines questions, les préparateurs des états financiers vont devoir exercer leur jugement et documenter les conclusions de leur analyse. Par exemple, quand le contrôle de l'entreprise n'est pas détenu directement par le détenteur des actions rachetables, mais qu'il est conservé indirectement. Pensons aux situations où il y a des sociétés de gestion, par exemple. Il y a des ressources qui ont déjà été publiées pour aider les préparateurs d'états financiers à bien appliquer ces conditions-là, mais naturellement, il demeure un paquet de zones grises. Ces changements-là dont on vient de parler s'appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Les entreprises pouvaient aussi choisir d'appliquer ces changements-là de façon anticipée. Sans tous les nommer, là, sachez qu'il y a des allègements qui sont prévus pour faciliter la première application de ces modifications-là. En fait, il y en a un très important. Le plus important allègement, c'est que la deuxième condition, c'est-à-dire la fameuse condition B, la condition B, en fait, qui porte sur le fait qu'il doit y avoir aucune autre contrepartie dans l'opération qu'un échange des actions de l'entreprise. En fait, cette deuxième condition-là ne s'applique pas du tout pour les actions qui ont été émises avant le 1er janvier 2018. Dans le fond, c'est cette condition-là qui n'est pas rencontrée dans le cadre de roulement, puisque l'entreprise obtient quelque chose du roulement en contrepartie de l'émission des actions rachetables. Cet allègement-là, là, finalement, c'est un genre de clause grand-père par rapport à la deuxième condition là, qui touche entre autres les roulements. Cet allègement-là, il faut être conscient qu'il va amener pendant plusieurs années une différence dans le bilan des entreprises entre les actions qui ont été émises avant le 1er janvier 2018 et celles qui ont été émises à partir de cette date. L'écart est aussi important que d'avoir 200 $ pour les actions dans les capitaux propres versus 2 millions de dollars pour les actifs. Également, autre allègement, bien que ces changements-là doivent être appliqués de façon rétrospective, l'entreprise peut choisir de modifier ou non la colonne comparative dans ses états financiers. Donc, pour changer le comparatif, là, ça peut aider à mettre en évidence les changements. On se retrouverait avec une situation un peu comme dans les deux bilans qu'on a présentés tout à l'heure. Donc, on ne changerait pas l'année comparative. C'est un allègement qui est offert lors de la première application de ces changements-là. Ne pas changer la colonne comparative, ça pourrait aussi faire en sorte de ne pas causer de problème au niveau du respect là, rétroactif de certains ratios qui pourraient maintenant ne plus être respectés alors qu'ils étaient bien respectés selon le bilan de l'exercice précédent. En conclusion, ça termine le bref survol là, des changements dont on souhaitait parler aujourd'hui. Donc, la balle est dans votre camp, comme on dit. Donc, à vous d'avancer vos pions intelligemment pour que ces changements-là
amène le moins de difficultés que possible dans vos activités et dans vos relations avec vos clients. 3 petits conseils qu'on pourrait ici vous donner. Bien, prenez le temps de bien comprendre les états financiers de vos clients et de vos clients potentiels. Laissez-vous pas berner là, par une image qui pourrait, a priori, vous sembler négative d'un bilan. Assurez-vous d'en comprendre les raisons. Comme on a dit tout à l'heure, ben, en fait, il peut y avoir des actifs comptabilisés à d'anciens coûts historiques ou des actifs qui ne sont pas du tout comptabilisés dans le bilan, qui viendraient là, finalement compenser le fait qu'on se retrouve avec un gros montant d'actions rachetables au passif et peut-être même avec des parenthèses là, dans notre bilan. Donc, en regardant un bilan trop rapidement, bien, vous passez à côté d'une bonne affaire, finalement. Bien, revoyez là, les définitions des ratios indiqués dans les contrats d'emprunt de vos clients. Assurez-vous là, que la définition des ratios ou que les cibles de ratios à atteindre sont rédigées d'une façon à pour tenir compte tant d'actions qui seraient présentées au prix de rachat que d'actions qui seraient présentées nominales à leur capital déclaré ou attribué dans les capitaux propres. Donc, idéalement, là, les définitions de ratio devraient tenir compte des deux situations possibles. Donc, ben, soyez proactifs, parlez de ça dès maintenant avec vos clients, et assurez-vous de mettre à jour les formulaires là, que vous utilisez dans votre travail. Terminant, n'oubliez pas que les CPA peuvent vous aider et vous aider à aider vos clients pour bien d'autres choses que la préparation financière et des déclarations fiscales. Les CPA ont une multitude d'expertises différentes et ils sont de précieux conseillers dans plusieurs domaines. En plus de bien comprendre l'entreprise, de bien comprendre leur stratégie d'affaires, bien, le CPA peut identifier les forces, les défis, les lacunes des entreprises. Il peut bien sûr offrir son opinion sur plusieurs questions. Il peut supporter vos clients dans l'exécution de leurs plans et propositions qui sont adaptées à leurs besoins. Par exemple, ils peuvent agir comme agents de changement là, lors de l'introduction de nouvelles technologies. Autrement dit, bien, vous pouvez vous adresser à un CPA réseau, que ce soit à l'égard des changements dont on a traité aujourd'hui, qu'à l'égard de toute autre question qui relève de leur expertise. Alors, je vous remercie de l'écoute et je vous souhaite une agréable suite de journée.